Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, l'hôpital est-il l'étendard de la défense des services publics ? Cet automne est marqué en effet par de nombreuses manifestations liées au sort des services publics dans notre pays. Cheminots et salariés de la RATP ont fait grève, policiers et pompiers ont défilé pour voir reconnaître les difficultés de leur métier et demander la revalorisation de leur salaire. Enseignantes et enseignants ont été bouleversés par le suicide d'une directrice d'école, Christiane Renon. Mais le plus impressionnant est encore la prolongation de la mobilisation à l'hôpital public, alors même que les services d'urgence sont en grève depuis le printemps dernier, une mobilisation qui ne faiblit pas et a même cru depuis son élargissement le mois dernier à tous les métiers de l'hôpital public, un mouvement qui semble être soutenu par l'opinion publique et oblige le gouvernement à prendre des mesures spécifiques. J'ai entendu leur colère et leur indignation face à des conditions de travail qui sont parfois devenues impossibles. Face aux salaires compressés, aux rythmes effrénés, aux difficultés matérielles parfois concrètes, dans des services où il n'y a pas plus suffisamment de soignants qui sont là et des difficultés matérielles qui se sont accumulées, et avec au fond un sens perdu qui est ainsi ressenti quand rien ne fonctionne plus dans les services au quotidien, ni l'ascenseur, ni le matériel manquant, ni l'absence de lit, ni les plannings à boucler quand il faut remplacer les absents au pied levé. C'est ça la réalité, en effet, dans trop d'endroits. Emmanuel Macron était à Épernay dans la Marne. Il a annoncé cet après-midi, vous venez de l'entendre, que le Premier ministre aussi détaillerait mercredi prochain des nouvelles mesures pour l'hôpital public après le Conseil des ministres. Nous allons débattre de cette journée d'action et de ce mouvement en compagnie de David Grabli. Il est neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il est membre du collectif Interhôpitaux. Bonsoir. Bonsoir. Avec Déborah Riedel, elle est doctorante à l'Université de Lille et votre thèse porte sur violence et santé. On en parlera avec vous tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Avec Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine de l'Université Paris-Sud, directeur de l'espace réflexion éthique de l'Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Laurentin. Et avec Angèle Malâtre-Lansac, directrice déléguée à la santé de l'Institut Montaigne. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, peut-être une réaction à ces annonces du président qui n'étaient pas forcément attendues aujourd'hui au moment de la manifestation. Vous étiez dans la manifestation, David Grabli. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'il a dit ? Il dit salaire compressé, rythmes effrénés, plus suffisamment de soignants, rien ne fonctionne plus au quotidien. Ça n'est pas exactement ce qui était dit par les instances gouvernementales il y a même encore un mois. Tout à fait. On a été très heureux de voir que, alors même qu'on était en train de manifester, le président de la République se saisissait de nos problématiques et d'une certaine manière admettait le constat que nous on fait depuis 10 ans et qui commence à émerger aux yeux du grand public au cours des derniers mois. Donc c'est pour nous un élément très positif et très intéressant. Après, le point important, c'est que si sur les constats, je pense qu'il y a une vision qui est très partagée, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir derrière et quelles vont être les annonces qui vont être réellement faites par le Premier ministre la semaine prochaine. Est-ce que vous n'êtes pas surpris de ce changement de ton ? Il y a encore un mois, à propos de la grève des urgences, Agnès Buzyn disait c'est un problème d'organisation, ça n'est pas un problème de salaire, ça n'est pas un problème d'argent, etc. Et d'un seul coup, peut-être aussi parce que des professeurs, parce que des grands médecins, parce que toutes les professions médicales se sont unies autour de ce problème des urgences dans un premier temps, eh bien, on a changé de ton du côté du gouvernement. Si, en effet, au moment de la crise des urgences, et je me souviens, ce qui a été un des déclencheurs pour nous de la structuration du collectif Interhôpitaux et de ce mouvement, ça a été le plan d'urgence d'urgence pour les urgences qui a été annoncé par Agnès Buzyn, qui finalement mettait le problème uniquement sur l'organisation des soins en amont, c'est-à-dire la médecine de ville, et faisait une impasse complète sur ce qui se passait en aval du passage aux urgences, c'est-à-dire l'hôpital, l'ensemble de l'hôpital. Et on sait très bien que le fonctionnement des urgences est aussi dépendant d'un bon fonctionnement de l'hôpital en aval. Et donc, à ce moment-là, le constat était finalement, il n'y a rien à voir. Il y a uniquement quelque chose qui se passe sur l'organisation des soins de ville. L'hôpital n'est pas un problème. Et c'est cette prise de conscience qui nous a conduit à bouger et à agir. Et
d'une certaine manière, oui, il y a une surprise, mais pas sur l'importance du mouvement, parce que ce mouvement est un réel mouvement de fond qui résulte de l'union des médecins, des professionnels de l'hôpital non médecins et également des usagers qui en sont partie prenante. Et Emmanuel Hirsch, vous avez publié une tribune il y a quelques temps, il y a 2 jours, je crois, c'était dans Le Figaro, où vous avez lancé un appel pour dire, d'une certaine façon, la crise est profonde, et surtout, est-ce qu'on peut se cantonner aux promesses de la biomédecine qui fascinent aujourd'hui beaucoup de ceux qui organisent l'hôpital de loin ou en surplomb depuis les ministères, alors que le problème est plus profond, c'est à l'intérieur même de la structure, c'est une question humaine qui est à débattre, en l'occurrence Emmanuel Hirsch. Vous avez noté, Emmanuel Laurentin, que le président de la République a parlé de sens aussi. Il dit c'est une crise de sens. Le sens perdu, dit-il. De sens perdu et de sens partagé, et aussi de valeur. Et je pense que l'hôpital public, c'est pas uniquement une structure qui doit être rentable, hein. C'est aussi un lieu de la démocratie, c'est un lieu de la sensibilité à ce que nous sommes comme société dans nos fragilités. Et la crise de l'hôpital, c'est aussi la crise de nos vulnérabilités. Les vulnérabilités à la fois d'une société qui est en doute, en crise, on l'a vu ces derniers mois, mais également les vulnérabilités dans la capacité de décider, dans la capacité de choisir et dans la capacité finalement de hiérarchiser ce qui est important ou pas pour une société. C'est pour ça que pour moi d'abord, ce mouvement, j'ai été dans la manif tout à l'heure, c'est un mouvement politique et c'est un mouvement éthique. Et c'est pas anecdotique que de dire effectivement quand vous discutez aujourd'hui avec les hospitaliers, d'abord c'est pas d'un côté les médecins et de l'autre côté j'allais dire les soignants. C'est une transversalité de préoccupations et qui ne sont pas catégorielles pour moi, qui sont des préoccupations citoyennes. C'est-à-dire, ce sont des professionnels qui incarnent aujourd'hui les valeurs les plus fortes de la République, qui sont sur le front. Et c'est là où, à mon avis, la réponse doit être politique. Et je suis convaincu qu'Emmanuel Macron, disciple de Paul Ricoeur, qui a écrit l'introduction du Code des déontologies médicales et qui parle beaucoup de ce qu'est la sollicitude, a totalement compris ce dont il s'agit. Mais néanmoins, il faut convaincre aussi les gens de ministères Bercy. et les gens de Bercy en particulier. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe de votre côté, Angèle Malâtre-Lansac, vous qui êtes directrice déléguée à la santé de l'Institut Montaigne et qui, d'une certaine façon, avez aussi une vision, disons, moins critique peut-être sur la question comptable de l'hôpital, puisque dans ce qui a été critiqué, y compris dans la tribune d'Emmanuel Hirsch, c'est on a fait trop de plans d'encadrement, de procédures gestionnaires cumulées qui, d'une certaine façon, n'ont pas réussi à résoudre le problème de l'hôpital parce qu'on a trop vu une question comptable dans cette affaire-là. Oui, c'est la question qui se pose derrière ça, c'est effectivement comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce consensus, à cette paupérisation et finalement à cette perte de sens chez les professionnels de santé, les professionnels soignants. Je crois qu'on a un système de santé qui a vraiment été bâti dans un contexte qui était extrêmement différent. On allait à l'hôpital avec une maladie aiguë, on en mourait ou on en guérissait. Aujourd'hui, on a des polypathologiques chroniques, des personnes âgées qui ont besoin de soins très intégrés, qui ont besoin d'une médecine de ville aussi qui n'est pas là et qui ne répond pas. Donc on a un système de santé, si vous voulez, qui ne répond pas aux besoins des patients, à la transition épidémiologique qu'on peut voir aujourd'hui. Tout ce système qui a été construit et qui est très tourné autour de l'hôpital, avec la formation des médecins, l'imaginaire collectif qui est très tourné autour de l'hôpital, je pense ne répond plus à la demande actuelle. Et comment on en arrive là? C'est qu'on a à côté de ça une logique budgétaire, et là-dessus je rejoins parfaitement, qui est une logique qui est absurde, on essaye de contenir la dépense de santé à 2%, 2,5% en ce moment, donc l'objectif de dépense de santé annuelle qui est voté chaque année à l'automne, on essaye de le maintenir à 2,5% quand on a une croissance naturelle des dépenses de santé qui est liée au vieillissement, qui est liée aux évolutions technologiques, qui est autour de 4-5%. Donc pour faire ça, soit on fait une réforme de structure qui permet effectivement d'avoir une réflexion d'ensemble et systémique sur le système de santé, soit on fait ce qu'on fait depuis des années, c'est une logique de rabot annuel, et on se retrouve avec des situations extrêmement tendues et des souffrances professionnelles et des souffrances côté patient. Oui, mais ça, on ne l'a pas suffisamment dit. On a beaucoup entendu d'économistes de la santé depuis une vingtaine d'années qui nous ont expliqué il y a une économie de la santé, il faut faire des économies, il faut que les chaînes justement qui permettent de travailler à l'hôpital par exemple ou entre hôpital et médecine de ville soient mieux réglées. Tout ça, ça a raboté aussi une autre idée qui est l'idée qu'il y a des humains, des personnes qui sont derrière tout cela.
Évidemment, on a une évolution effectivement des besoins avec aujourd'hui un système de financement qui est complètement basé sur, et là c'est les tarifications, donc c'est relativement technique, mais c'est vrai que c'est un peu au cœur du débat. Aujourd'hui, on encourage le volume. Est-ce qu'on encourage les médecins à coopérer, à faire de la prévention? Est-ce qu'on encourage la coordination avec la médecine de ville? Non, on n'est pas du tout sur un enjeu de payer les gens à la qualité de ce qu'ils font, à la prévention, à éviter que les gens arrivent à l'hôpital. On est plutôt sur un encouragement au volume, qui a été nécessaire à un moment, parce qu'il a permis de restructurer l'offre de soins, tout ce qui est tarification à l'activité ou paiement à l'acte, ça a permis de restructurer, ça a permis d'avancer aussi dans le système de santé. Oui, mais ça a permis aussi ce qui arrive aujourd'hui. Et les effets délétères de ça, et je pense que là, il y a aussi une forme de consensus autour de ça, c'est qu'on arrive un peu au bout de ce qu'on peut faire avec ça, et qu'il y a un moment où, au-delà de la question des ressources et des moyens, c'est comment est-ce qu'on réfléchit de façon systémique, la coordination des acteurs, et surtout l'amont pour éviter que les patients se retrouvent à aller à l'hôpital, là où ils n'ont pas forcément ni envie, ni forcément le besoin d'être pris en charge dans un CHU. Avant de donner la parole à Déborah Ridel, qui est la 4e invitée de cette discussion, écoutons Christophe Le Tallec. Il est aide-soignant à Nantes et vice-président du collectif des interurgences sur les services publics en crise. C'est un son de France Info. Dans une république, il y a un triptyque qui est très important, c'est la santé, l'éducation, la sécurité et la justice. À partir du moment où un de ces bras tombe ou un autre tombe encore à côté, ce qui est en train de se passer avec les étudiants, malheureusement, c'est que la République va mal et qu'on va vers quelque chose qui est en train de craquer. Donc si le gouvernement ne prend pas ce phénomène au niveau des urgences, au niveau des hôpitaux publics, mais dans les autres secteurs aussi de la République, on va vers une catastrophe citoyenne. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de faire en sorte qu'ensemble, on arrive à travailler, à construire une République qui soit solide et qui soit au service de la population. Voilà ce que déclare donc Christophe Le Tallec, aide-soignant à Nantes. Déborah Ridel, vous travaillez sur ces questions d'hôpital et en particulier, vous avez co-organisé une journée d'études, c'était il y a quelques jours à Paris, pour une sociologie publique de l'hôpital, travail, mobilisation et construction des savoirs. Et vous avez donc mobilisé beaucoup de chercheurs en sciences humaines en particulier autour de cette question-là. Est-ce que ce qui arrive en tant que doctorante vous a surpris ? Alors merci déjà pour l'invitation à cette émission. Ce qui arrive est surprenant dans plusieurs sens, notamment déjà parce qu'il y a un mouvement qui part des acteurs de terrain, les aides-soignants, les infirmiers à travers le collectif Interurgence, et qui ont tenu bon pendant 6 mois avant que les autres praticiens hospitaliers, etc., les rejoignent. C'est aussi surprenant dans le sens où, en tout cas, ce qu'on a voulu faire avec Fanny et Vincent, qui étaient co-organisatrices de la journée avec moi, c'était un débat public dans un lieu public et permettre de casser un peu les frontières. Oui, c'est un bar militant, en fait, voilà, dans Ménilmontant. C'était de casser les frontières entre chercheurs et acteurs de terrain. Et c'était l'idée de confronter des discours différents pour suivre un petit peu la logique de Michael Burawoy qui parle de faire une sociologie publique. Et cette sociologie publique, elle implique de s'intéresser à la fois donc aux acteurs de terrain et leur donner la parole, et aux chercheurs, et d'essayer de construire ensemble une sociologie plurielle. Et qu'est-ce qui ressort justement de ces discussions entre acteurs de terrain et chercheurs de terrain dont vous faites partie ? Alors, il y avait un certain consensus, je pense, en tout cas en sociologie, et pour les chercheurs qui étaient invités à cette journée d'études, il y avait l'idée qu'on était face à un mouvement assez... qui n'était pas anodin, dans le sens où il était assez surprenant même, parce que les logiques d'action sont différentes. C'est pour ça qu'on a fait toute une partie sur la mobilisation. On y a consacré 2 temps de cette journée. Et l'idée, c'était aussi de voir en quoi, justement, est-ce que éventuellement les sociologues pourraient aussi se mobiliser pour défendre le service public de manière générale, et l'hôpital, en tout cas, dans ce cas-là. Et... Oui, allez-y. Et j'ai oublié la question. Non, mais justement, qu'est-ce qui sort de ce mélange, pourrait-on dire, entre acteurs de terrain et chercheurs de terrain ? Ce qui sort, c'est que je pense que éventuellement, ces acteurs de terrain ont besoin d'une légitimation. Et c'est pas pour rien que vous disiez au début de l'émission que si aujourd'hui le discours d'Emmanuel Macron change, c'est aussi parce qu'il y a des praticiens hospitaliers, des professeurs, etc., qui se mobilisent. Si on peut les aider dans ce sens-là, c'est ce qu'on compte faire en tout cas. Ce qui est tout à fait intéressant, David Grabli, c'est ce terme de république
qui était utilisé par Christophe Le Tallec. C'est la République. J'ai pas l'habitude d'entendre, à propos de l'hôpital, d'entendre parler de la République, mais enfin, c'est intéressant que de le voir re-rentrer dans le discours, ou encore ce terme de catastrophe citoyenne vers lequel nous pourrions aller si justement ce cas de l'hôpital n'était pas réglé, de l'hôpital public n'était pas bien réglé. Je pense qu'il faut quand même voir l'hôpital public comme un bien qui appartient finalement à l'ensemble de la nation. C'est vrai qu'il y a le drapeau français qui est sur les hôpitaux, les hôpitaux publics. Mais au sens réel du terme, c'est-à-dire que c'est à la fois en termes d'utilisation, probablement un acteur qui est une structure qui est ouverte à tous, indépendamment du statut social, indépendamment des ressources, qui va délivrer des soins. Alors, certaines personnes vont être peut-être plus habiles dans la manipulation du système. Il ne faut pas non plus être totalement angéliste sur la manière de le présenter, mais fondamentalement, c'est une structure qui est en capacité d'assurer des soins pour tous, qui est en même temps capable de développer de la recherche et des soins qui sont des soins de pointe dans des situations très particulières, dans le cadre de maladies rares ou dans le cadre de maladies particulièrement graves. Donc, en ce sens, il répond à un réel besoin de santé publique et fait un ciment pour la société. Vous avez cité le mot de République tout à l'heure, Emmanuel Hirsch, quand vous avez évoqué justement le cas de l'hôpital public. Je pense que, comme historien, Emmanuel Laurentin, vous avez bien compris que l'histoire s'enracine dans une tradition, dans notre culture. Ce n'est pas uniquement un établissement hospitalier, c'est le symbole d'une manière d'être, de faire société et d'être accueillant aux plus vulnérables. C'est ça dans notre tradition. Ça fait partie, à mon avis, de notre culture. C'est notre patrimoine, l'hôpital. Alors, la dimension politique, pour moi, est importante. Vous avez dit comment ça se fait qu'on s'en retrouve aujourd'hui, après des mois, finalement, de révolte qui grondait. C'est les gens ont commencé à parler. Les gens se sont autorisés à penser. Et c'est très difficile de s'autoriser à penser quand on est acculé à soigner l'autre au quotidien et à compenser tous les déficits qui existent aujourd'hui. Le lieu qui doit être le lieu de soin de notre démocratie, de réparation, on nous parle beaucoup du Caire. Le lieu où on doit reconnaître l'autre dans une situation où il attend de la société qu'elle soit présente. C'est un lieu aujourd'hui de combat et de résistance. C'est ça l'hôpital. Et deuxième point qui me paraît important, on n'a pas à rougir également de l'excellence de l'hôpital public. Il faut comprendre aussi que c'est un lieu dont on doit être fier, non pas uniquement dans sa capacité d'être hospitalier à l'autre, quelle que soit sa condition sociale, et quel que soit quelquefois son rejet, sa relégation sociale, mais c'est un lieu aussi de performance scientifique. Mais oui, mais c'est un lieu où on assume la recherche, et là où il y a un point à prendre en considération, et c'était dans la présentation que vous avez faite au niveau de l'Institut Montaigne, effectivement, on a des maladies chroniques, on a un vieillissement de la population, mais on aura des thérapeutiques de plus en plus coûteuses. Et il faudra des personnes de plus en plus compétentes, de plus en plus investies, mais également en capacité d'accompagner sur le long cours les gens dont, heureusement, ils ne mourront pas de maladies aiguës. Donc, vous voyez, on est sur des territoires désertés de la République. Et je suis certain qu'aujourd'hui, s'il y a cette forme de soutien de l'hôpital, c'est que les gens comprennent que là, c'est des enjeux décisifs et que ce qui va être gagné à l'hôpital dans ces luttes, ça permettra aussi de bénéficier sur d'autres territoires désertés de la République que vous avez évoqués dans votre introduction. Oui, et puis on peut effectivement y rajouter effectivement les questions du service public de l'audiovisuel, puisque c'est aujourd'hui donc qu'ont été annoncés le projet Radio France 2022, qui est un projet effectivement de modernisation de Radio France, comme il doit y en avoir un semblable qui s'applique aussi à France Télévisions et qui va donc nécessiter des changements et également des départs volontaires. Donc toutes ces questions de modernisation du service public sont à l'œuvre partout. Angèle Malastre-Lansac, est-ce que vous avez justement été, non pas, j'ai dit tout à l'heure, surprise, mais surtout, est-ce que vous voyez une sortie à une crise comme celle-ci, en tant que spécialiste pour l'Institut Montaigne, qui permettrait de considérer, comme vous le faites souvent, les questions économiques de l'hôpital, et en même temps d'y rajouter tout ce qui vient d'être dit en termes de care, de soins, d'humanité nécessaires pour qu'un hôpital public puisse se développer en France ? Oui, alors après, je pense que c'est une erreur de penser l'hôpital de façon cloisonnée et isolée dans le système. Je reviens là-dessus, il faut vraiment penser peut-être... on a toujours pensé le système de santé d'un point de vue un peu tourné autour des professionnels et des spécialités. Je pense qu'aujourd'hui, et les patients étaient d'ailleurs dans la rue et les usagers aussi pour soutenir le mouvement, je pense qu'il y a un enjeu qui est de repenser le système autour des patients et de leurs besoins actuels et de leur parcours. Et donc, au niveau de la réponse qui est apportée, évidemment, il y a une réponse court terme en termes de ressources, de moyens qui est évidente,
puisqu'il y a une colère qui a été exprimée, et puis je pense que c'est extrêmement difficile, compliqué en ce moment, et il faut politiquement adresser la question et adresser cette question de façon vigoureuse. Mais si on n'adresse que ça en termes de moyens, ressources, sans avoir cette réforme structurelle derrière, on va se reprendre le mur dans 2 ans. Et la logique voudrait qu'il y ait une réflexion. Je trouve qu'on évacue un peu trop vite la partie organisationnelle qui a été un peu pensée par le gouvernement. On a un neurologue de la Pitié-Salpêtrière. Ils sont à la pointe d'une créativité dans l'accompagnement des personnes atteintes des maladies les plus redoutables. Je pense au centre expert, notamment pour la sclérose latérale amyotrophique. Donc, ce qui est le plus dramatique aujourd'hui, c'est qu'il y a une innovation extraordinaire dont personne ne parle et qu'elle est aujourd'hui compromise par des choix qui amputent les professionnels du sens même du soin. Et c'est là où il y a le scandale. Les gens qui sont dans la rue, je pense parce qu'on a un neurologue ici, la Pitié-Salpêtrière, sont totalement démunis. Ils ne peuvent plus assumer leurs responsabilités, leurs engagements vis-à-vis de personnes qui attendent ce qu'ils peuvent. On laisse terminer Angèle Maître Lansac avant que la David question, elle est de comment on retrouve, merci, la question elle est de comment est-ce qu'on retrouve effectivement des moyens pour justement rendre l'hôpital public à nouveau attractif, puisque c'est une grosse question. Oui, parce que la question, c'est la fuite effectivement de tous ceux qui travaillaient à l'hôpital public, et chacun d'entre vous autour de cette table, on a vu partir beaucoup des gens qui travaillaient à l'hôpital public, ou ceux qui veulent partir maintenant parce qu'ils en ont assez, ou elles en ont assez. Ils veulent rester, la preuve, c'est qu'ils manifent pour défendre l'hôpital. Voilà. Non, mais ils sont aussi à prendre en considération. Tout ça, derrière ça, il y a effectivement comment est-ce qu'on récupère de la marge de manœuvre, donc comment est-ce qu'on réfléchit les logiques de financement, comment est-ce qu'on fait en sorte que les patients puissent être pris en charge en ville dans la mesure du possible, parce que c'est ça aussi l'enjeu, et ça évidemment c'est moins cher si c'est mis en place de façon volontariste comme d'autres pays ont pu le faire. Je pense aux Pays-Bas ou au Danemark notamment, avec des systèmes de gatekeepers, avec des systèmes de gardiens de la porte qui évitent l'entrée dans l'hôpital de personnes qui n'ont pas spécialement envie ni besoin d'y aller encore une fois, et qu'on puisse concentrer effectivement les CHU sur leur mission, et notamment celle de recherche, d'attractivité et d'innovation qui sont essentielles. David Gribli. Non, juste revenir quand même sur un point et rebondir sur ce que disait Emmanuel Hirsch. Il est aujourd'hui les acteurs qui ne sont pas forcément à la pointe, mais qui sont très très impliqués dans la réflexion sur les parcours de soins, sur les parcours patients, sur la relation entre la ville et l'hôpital, sur la manière de fluidifier cette relation. Ce sont effectivement les acteurs des hôpitaux et des CHU. Parce que effectivement aujourd'hui, c'est les acteurs qui ont peut-être encore un petit peu le temps de penser à ces questions, d'y réfléchir et d'intégrer cette idée d'organisation dans la manière d'envisager les soins, notamment pour les maladies chroniques graves. Parce qu'on n'a pas de structuration de la médecine de ville, on n'a personne en face, donc c'est eux qui s'en occupent. Mais la structuration de la médecine de ville, encore faudrait-il que les médecins de ville l'acceptassent même. Et là-dessus, on est sur un éclatement complet, une médecine de ville qui est totalement archaïque par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays, et qui répond effectivement, et qui n'est pas capable aujourd'hui de s'emparer de ces questions-là, puisqu'il n'y a pas d'investissement, ni de structuration de la médecine de ville. David Gribli. Et aujourd'hui, le sous-financement de l'hôpital est effectivement un frein majeur à notre travail, au travail qu'on essaye de mettre en œuvre pour améliorer cette relation, pour fluidifier ces parcours patients. Et ça, c'est un point crucial. On essaye de développer on a parlé de nouveaux métiers de la santé, de développer des ingénieurs de parcours de santé, des infirmières de coordination. Et tous ces recrutements-là, c'est des recrutements qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, ou c'est des activités qu'on doit abandonner parce qu'on doit remettre des acteurs dans le soin, parce que l'activité au lit du malade n'est plus assurée d'une manière suffisante et suffisamment dotée en personnel pour permettre de dégager du temps pour ces missions qui sont pourtant, et vous l'avez dit, absolument essentielles. Comme des robots, c'est-à-dire qu'on fait les tâches à la chaîne. En fait, il faut qu'on finisse vite, le plus vite possible pour pouvoir passer au suivant, à celui qui arrive derrière et derrière et derrière. Et c'est complètement automatisé, c'est complètement robotisé. Et on vient chez toi, Lisa, on vient chercher ce que l'on est mieux réclamé. La banderole, policier en deuil, je vous demanderai de laisser passer, s'il vous plaît. On lâche rien, et on dit non, on ne loi pas, les femmes blanches, ça va pas faire. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Voilà plusieurs échos de manifestations de personnel hospitalier, mais aussi de policiers, d'enseignants depuis cette rentrée, car le thème du temps du débat aujourd'hui, c'est l'hôpital est-il l'étendard de la défense des services publics. Déborah Ridel, il y a tout de même quelque chose d'extrêmement intéressant à voir, c'est qu'il faudrait comparer peut-être ce qui se passe à l'hôpital aujourd'hui, les modes de lutte, de réflexion, de discussion interne à l'hôpital, avec d'autres modes qui se révèlent aussi dans d'autres espaces du service public. Ça peut être les pompiers, ça peut être les policiers, je ne sais. Oui, tout à fait. Je pense que en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe en tout cas pour les urgences, peut-être pour l'hôpital public de manière générale, c'est des choses qu'on retrouve aussi chez les pompiers. C'est pour ça qu'il y a eu des manifestations conjointes d'ailleurs aujourd'hui. C'est ce qu'on retrouve dans les services d'accueil de public, les institutions publiques telles que la CAF, la CEPAM, Pôle emploi également. La logique de guichet. La logique de guichet, tout à fait. Et si je peux sur laquelle avait travaillé Vincent Dubois un certain temps. Tout à fait. Et si je peux me permettre d'ailleurs de rebondir sur le terme de gatekeeper qui a été utilisé précédemment. En fait, des gatekeepers, on en a aussi dans les urgences en France. Elles s'appellent infirmières et infirmiers d'accueil et d'orientation. Elles ont d'autres noms, mais bon, sur les... aussi pour les personnes âgées dans les clics, enfin dans les mayas. Enfin, il faut expliquer non, mais je veux dire, les effectivement, clics, ces gens qui sont sur le front, qui sont en première ligne et qui vont orienter la personne et qui vont apporter un accompagnement tout au fil de la maladie, quoi. Alors, l'accompagnement pour les infirmières d'accueil et d'orientation, elles regrettent un petit peu que ce ne soit pas possible tout le temps. Ils ont généralement moins de 7 minutes pour faire passer un patient et le diriger ensuite vers différentes structures des urgences. Et ce qu'on voit, c'est que quand on essaye de mettre en place des nouvelles filières de soins au sein même des urgences, dites des filières légères ou des fast-track, comme dirait Nicolas Bélorget d'ailleurs, donc des filières où on pourrait prendre en charge plus rapidement des patients qui n'auraient pas des problèmes vitaux. En fait, les problèmes vitaux, maintenant, ils concernent quasiment plus que 2% de la population des patients qui viennent aux urgences par leurs propres moyens. Et donc, de les faire prendre en soin plus rapidement pour qu'ils puissent retourner à leur domicile avec des soins. Et en fait, ces filières-là, c'est des filières où il y a un mot qui n'a pas encore été employé ce soir, c'est qui fabriquent des formes d'inégalité, des inégalités sociales, notamment parce que ces personnes-là qui n'ont pas la possibilité d'aller voir leur médecin généraliste ou qui n'en ont pas tout simplement, sont amenées à passer par l'hôpital parce qu'il y a aussi une certaine forme de facilité à l'hôpital. Et dans cette filière, on retrouve principalement des personnes en situation de précarité ou de pauvreté. David Grabli. Non, je pense qu'on parle des urgences. Les urgences, bien évidemment, c'est un univers particulier. C'est l'interface entre... On a fait déjà une émission qu'on peut d'ailleurs écouter il y a un peu plus d'un mois dans le temps du débat. On peut l'écouter sur le site, effectivement, cette émission sur les urgences. C'est vraiment l'interface entre l'univers extra-hospitalier, la société et l'hôpital. Et de ce fait, c'est l'endroit où vont se cristalliser l'ensemble des difficultés de la société. Donc, si on est dans les grandes villes, les problèmes de l'exclusion, de la précarité, si on est dans des zones qui sont des zones plus de désertification, la question de l'inégalité d'accès aux soins pour des raisons territoriales. Donc, bien évidemment, les urgences cristallisent et donc elles prennent de plein fouet à la fois les problèmes sociaux et l'organisation en amont, effectivement, éventuellement les déficits d'organisation de la médecine de ville, l'incapacité de l'hôpital à communiquer avec son partenaire libéral, mais encore une fois, l'organisation des urgences, elle n'est pas tributaire seulement de ça, elle est aussi tributaire de ce qui se passe après. Et ça, donc, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et c'est là où, effectivement, il faut refaire le lien entre les urgences et les autres services Absolument. Qui sont ensuite en aval des urgences. Il y a tout de même aussi une question qui est intéressante, c'est la transformation des métiers de l'hôpital. Emmanuel Hirsch, on voit bien que la formation en sciences humaines a été accentuée, que les soignants ont appris auprès de l'espace éthique ou de d'autres lieux qu'il y avait de la philosophie dans le soin, qu'il y avait des sciences humaines dans le soin, etc. Et que cela a redistribué peut-être les types de métiers à l'intérieur même de l'hôpital et la crise que l'on connaît aujourd'hui, mais également les relations entre les soignants eux-mêmes à l'intérieur de l'hôpital est le fruit de cela et peut-être aussi une solution. Tout à fait. Je peux me permettre, parce qu'on est sur France Culture, de citer un philosophe qui est souvent convoqué dans les réflexions actuelles, c'est Axel Honneth, à toute la question de la reconnaissance. Tous ces professionnels de la disponibilité à l'autre, du service public,
de cette forme de sollicitude, j'allais dire politique, républicaine, de cette forme de fraternité qui s'exprime en acte, tous ces professionnels ont dit à travers les derniers mois qu'il manquait de reconnaissance de la part, non pas de l'opinion publique, mais de la part de politiques. Et une reconnaissance qui n'est pas uniquement de la bienveillance dans les mots, mais aussi dans les actes et dans la capacité d'assumer leurs fonctions. Ce qu'ils demandent, ils ont des missions... Ce n'est pas simplement de la calinothérapie. Voilà, ils ont une vocation, et c'est ça qui est très singulier. Dans la manif tout à l'heure, on avait la jeune génération des soignants, qu'ils soient infirmiers, infirmières, aides-soignantes. Il y avait toute une multitude, en quelque sorte, représentative de notre jeunesse, qui est porteuse de vocation. Ils sont une idée très forte du service public. C'est pour ça qu'il faut prendre comme un signal aussi très positif ce type de manifestation. Si les gens étaient totalement désespérés, ils ne seraient pas aujourd'hui... Ils fuiraient. Voilà. Et maintenant aussi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une pensée. Ce n'est pas uniquement catégoriel. Je ne veux pas faire de peine à d'autres qui manifesteront à partir du 5 décembre et qui vont, d'une certaine manière, avoir aussi à revendiquer pour différentes raisons, pour différentes causes que je n'ai pas à juger maintenant. Mais ce qui me frappe, c'est que ces manifestants dans le service public hospitalier manifestent pour une certaine idée qui se font de l'humanité et de nos responsabilités. C'est pour ça que c'est une cause politique. Ils sont porteurs d'obligations en notre nom. Si on abandonne ce type de combat, je pense qu'on va aussi vers une certaine forme de barbarie et d'indifférence. Déborah Ridel, quand vous avez entendu votre voisin d'en face, Emmanuel Hirsch, autour de cette table dire reconnaissance, vous avez opiné du bonnet. Oui, parce que la question de la reconnaissance, je la retrouve aussi sur mon terrain d'étude à travers la question de la violence dans les services d'urgence. Notamment parce que la violence dont il est question, c'est pas forcément de la violence interpersonnelle, c'est également de la violence institutionnelle, si on peut dire. Et notamment le fait que quand il y a des faits, des actes de violence, donc ça existe, je ne le nie pas, ils sont généralement pas reconnus par derrière. Ils sont très médiatisés souvent parce que ce sont des actes de violence contre les soignants et on dit regardez, tel ou tel soignant s'est fait agresser dans un service d'urgence par exemple, mais vous pensez effectivement qu'il y a un lien entre ces violences telles qu'elles s'exercent à l'intérieur de l'hôpital et d'autres violences qui sont des violences sociales qui sont à l'extérieur, c'est ça Déborah Ridel? Oui, c'est un petit peu l'idée, c'est de dire que en fait la violence c'est le symptôme en fait d'une incompréhension et de justement l'institution qui ne permet pas aux soignants de faire leur travail comme ils veulent, ce qui engendre de l'impatience et ce qui engendre des formes de violence de la part des patients, celle qui est la plus médiatisée en effet, mais de l'autre côté la violence médiatisée, c'est davantage la violence à l'encontre des médecins et les paramédicaux, eux, sont souvent face à des violences plus quotidiennes, plus insidieuses et manquent de reconnaissance sur ce sujet-là, ce qui les amène à perdre le sens, pour reprendre le mot d'Emmanuel Macron, le sens perdu. Le sens perdu, voilà. Oui, David Grablu, puis ensuite Angèle Malatre-Lansac. Juste un mot, c'est vrai que les soignants, ils sont pris en sandwich d'une certaine manière entre, d'un côté, la violence qu'ils peuvent subir dans certaines situations, notamment aux urgences, de la part dans des situations de crise, parce que attente insupportable, manque d'explications, etc. Mais de l'autre côté, ils sont aussi pris en sandwich avec la violence qui est la violence de l'institution, qui leur dit... Il n'y a pas de lit. Aujourd'hui, c'est de votre faute. Si vous n'arrivez pas à travailler, c'est pas parce que l'organisation ne vous donne pas les moyens de le faire. Et si vous avez 35 malades dans les couloirs, eh bien, c'est parce que c'est de votre faute, vous n'avez pas su vous organiser. Vous n'avez pas su vous organiser. Et notre violence, juste une seconde, dans votre service de neurologie, qui s'occupe de situations difficiles, aujourd'hui, un kinésithérapeute est payé 14 € de l'heure. Voilà. Si ce n'est pas une violence et une non-reconnaissance, ça en dit beaucoup. Angèle Malatre-Lansac. Oui, c'est un discours de façon générale qui est extrêmement culpabilisant à la fois sur les professionnels de santé mais aussi sur les patients qui utilisent trop les urgences, etc. Alors que même qu'il y a une réponse, enfin il y a un besoin de santé et il faut y répondre bien entendu et ça ne va pas aller en s'amenuisant, ça c'est clair. On a aussi... Ça veut dire qu'il faut plus investir dans ces questions de santé publique et d'hôpital public, parce que ce que vous semblez tous dire, c'est qu'on va aller vers un besoin supplémentaire et que de toute façon, on a déjà enregistré un besoin supplémentaire depuis il y a 10 ans. On a une population qui vieillit, on a des avancées technologiques qui vont permettre de faire des gains de qualité, des gains d'efficience, mais qui vont aussi avoir un coût. Et donc, effectivement, le système de santé, encore une fois, c'est 4% de croissance naturelle par an. Des pays comme les États-Unis, ils vont à 5-6%. Voilà. Donc après, on a une question de contrainte budgétaire. Donc, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour éviter au maximum ce qu'on appelle les gaspillages, comment faire de la pertinence, comment favoriser la qualité. Donc ça, c'est tous les enjeux technologiques
techniques de comment est-ce qu'on finance et comment est-ce qu'on évite ces logiques de rabot qui consistent à dire aux gens vous faites toujours plus de volume et on vous donne chaque fois un petit peu moins. Mais pourquoi ces logiques de rabot ont-elles été aussi à l'œuvre et pourquoi, d'une certaine façon, il a fallu attendre qu'on arrive à cette crise-là pour qu'au bout du compte, on se rende compte que le système allait à sa perte d'une certaine façon? C'est plus simple de faire cette logique-là de façon annuelle que de réformer de façon systémique, si je puis me permettre. Mais il y a aussi, quand on parle de l'attachement immense à l'hôpital, il y a aussi une crainte peut-être dans ces manifestations d'une forme de dégradation du système de santé, dégradation globale. En réalité, on vit quand même un peu en France sur le mythe d'un meilleur système de santé du monde, qui est un peu ce que l'OMS nous avait élu comme ça, pas élu, pardon, il y avait eu toute une recherche qui avait donné ça, mais c'était il y a quasiment 20 ans. On a une médecine de pointe dans certains domaines, on arrive à innover, mais du fait de la situation extrêmement complexe dans laquelle on a de très fortes inégalités sociales. Il faut rappeler qu'il y a 13 ans de différence d'espérance de vie à la naissance entre un cadre et un ouvrier. On a un mécontentement extrêmement fort des professionnels et aussi des patients. On a des inégalités territoriales très fortes. On a aussi du côté de l'innovation, et ça vous le savez mieux que moi, des difficultés à avoir les essais cliniques, des difficultés à financer la recherche, etc. Donc on est quand même sur une forme de mythe qui refuse un peu la réforme un peu structurelle qui consisterait à vraiment transformer les choses. Et donc je pense que là-dessus, il y a une réflexion et c'est peut-être aussi l'occasion, si on veut voir les choses de façon un peu positive, de se dire qu'est-ce qu'on met sur la table et comment est-ce qu'on va beaucoup plus loin. Surtout qu'on voit toutes les forces politiques qui le disent. Damien Abad, donc des Républicains, qui est le leader à l'Assemblée des Républicains, eh bien, Damien Abad a fait une déclaration en disant oui, l'engorgement des urgences, ça existe, la crise financière dans les hôpitaux, ça existe, le milieu médical en hôpital ou en EHPAD en souffrance, ça existe. Donc il y aurait presque là quelque chose qui pourrait faire consensus entre toutes les forces politiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Déborah Ridel ? Oui, mais je pense que vous avez raison, Emmanuel. Je pense qu'il y a quand même un élément à prendre en compte dans l'équation. C'est qu'une certaine forme d'idéalisation de l'hôpital actuel, c'était lieu d'excellence. Pour très peu d'hospitalisation de durée, en tous les cas, puisqu'on a de plus en plus recours à l'ambulatoire. Et toute la partie, j'allais dire, hospitalité, même si l'accueil est quelque chose d'important, était considéré comme relativement moins important, puisqu'on parlait de plus en plus du retour au domicile et puis de l'animation de réseaux autour de la personne dans son environnement familier. Il peut y avoir une même révolution que celle qui a été accomplie il y a quelques dizaines d'années autour de la question de la douleur, qui n'était pas prise en compte et qui a été prise en compte. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre. C'est ça la vraie refondation de l'hôpital. Entre la partie technologique, la partie effectivement excellence, et puis également dans le soin, l'accueil, quoi. Oui, David Gramley. Non, et je pense qu'il y a aussi une chose, on a beaucoup parlé de réorganisation, de réforme structurelle. C'est vrai qu'on a beaucoup fonctionné sur des injonctions qui étaient censées régler tous les problèmes. On parle d'ambulatoire. Il est évident que le fait de moins hospitaliser les patients dans un certain nombre de situations est un plus. Ça réduit les infections nosocomiales, ça réduit les coûts, ça a beaucoup d'avantages. Mais le fait de dire c'est une solution à tous les problèmes, ça ne fonctionne pas. Il y a des situations dans lesquelles l'ambulatoire n'est pas une solution. Oui, d'autant que les patients reviennent ensuite aux urgences après à être passés en ambulatoire. Ça n'est pas une réponse à tout, et notamment lorsqu'il y a des inégalités sociales déjà apparentes, l'ambulatoire pourra les renforcer plutôt que les... Déborah Ridel, vous travaillez donc en tant que doctorante autour de ces questions de violence et de santé. Est-ce que vous avez senti le gap, et on va terminer là-dessus, entre l'écart entre la fierté prononcée, le meilleur système de santé du monde, dit-on, et de l'autre côté, la réalité, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas se projeter dans le réel. Avec le réel que l'on a, on ne peut pas se projeter dans cette idée fantasmée qu'on est le meilleur système de santé du monde. C'est sûr que pour les personnels des urgences, en tout cas ceux que je connais, c'est difficile de se projeter dans ce système quand on a très peu d'urgences qui méritent de l'innovation, des soins techniques de pointe, etc. Et qu'au final, on a beaucoup une population assez précarisée qui se rend à nos portes. Oui, David Grabli. Non, tout à fait. Juste un exemple très concret, une cadre qui est venue travailler en neurologie à la Pitié-Salpêtrière, qui pensait arriver dans un service de pointe et d'excellence, qui a été confrontée aux difficultés qui étaient juste de gérer le parc de lits cassés, et qui s'est dit comment est-ce possible que ce service d'excellence-là soit confronté à ces difficultés quotidiennes. Merci à tous les quatre d'être venus débattre de cette question sur l'hôpital comme porte-drapeau, comme porte-étendard de la défense des services publics. Je rappelle que nous étions avec David Grabli,
Sabli, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Déborah Ridel, doctorante à l'Université de Lille. Bonne thèse, continuez là, autour de la question de violence et santé. Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale et directeur de l'espace éthique de l'Île-de-France. Et Angèle Malâtre-Lansac, qui est la directrice déléguée à la santé de l'Institut Montaigne. Merci à tous les quatre. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Louise André. À la technique, Morgane Danan. À la vidéo, Florent Bujon. Et à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet.